Allô, vous m'entendez? Oui, Ok. oui, moi, Donc, je continue on pour entend. ma prochaine question. La question que j'ai, c'est que vous avez donné un certain nombre de conseils pratiques, un peu sous une forme générale. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une grande majorité, on a regardé le questionnaire qu'on a reçu pour les inscriptions, une grande majorité des entrepreneurs que nous avons dans nos cohortes, et particulièrement partout, que ce soit au Sénégal ou en Guinée, ont une expérience ou une existence de moins de 5 ans. C'est encore beaucoup plus difficile pour ces femmes-là. Euh, alors aujourd'hui, on est tous les pays proposent des plans de riposte proposés et par le gouvernement de la Guinée et par le gouvernement du Sénégal. Madame Si, pensez-vous que le plan de riposte proposé par le gouvernement de Guinée inclut des dispositions que les femmes doivent se saisir, dont les femmes doivent se saisir pour pouvoir en profiter? Si oui, quelles sont-elles? Sinon, pensez-vous que nos femmes entrepreneurs doivent attendre grand-chose du gouvernement? Malheureusement, dans le plan de riposte du gouvernement guinéen, rien, absolument rien n'a été prévu pour les femmes. Absolument rien, spécifiquement dédié aux femmes. Cela est une grosse insuffisance que nous cherchons à combler lorsqu'on a l'occasion de leur parler, parce qu'on est en train, au niveau du secteur privé, de la plateforme de concertation du secteur privé et des patronats, on a refait une autre proposition pour pouvoir compléter ce qui existe. Mais ce que je peux dire aux femmes dans des cas pareils, de toute façon, avec une aide du gouvernement ou sans aide de gouvernement, quiconque prend la peine de créer une entreprise ou n'importe quoi doit se poser la question: what if? Que faire si? Que faire si ce que j'ai prévu de faire ne marche pas? Que faire si le gouvernement guinéen n'arrive pas à soutenir les entreprises naissantes et même les entreprises que nous sommes, qui sommes là depuis une vingtaine, une trentaine d'années, qui subitement, d'un jour à l'autre, n'arrivent plus, n'ont plus de commandes, sont fermées et qui sont dans l'obligation de payer des employés? Que faire si? C'est là où justement l'intelligence et la force de réflexion doit nous pousser à se demander comment nous réorganiser, comment nous réinventer. Je le disais tout à l'heure, comment se regrouper ensemble, Madame Gakou le disait, pour que nous puissions être une force de proposition pour nos gouvernements. Moi, je suis certaine que si toutes les femmes se regroupent, toutes les femmes chefs d'entreprise, parlant le même langage, se regroupent pour aller s'imposer au niveau de nos gouvernements, ils ne pourront pas nous oublier. Nous sommes toujours en retrait où chacune va penser que je peux régler mon problème. Non, les problèmes vont se régler ensemble, d'une manière profonde, d'une manière verticale et horizontale. On pourrait, au-delà même d'un secteur d'activité de tout un pays, même le faire avec le Sénégal. Nous sommes des sœurs. Qu'est-ce que nous pouvons ensemble faire, les femmes, pour s'imposer au niveau de nos États et au niveau des institutions qui accompagnent nos États pour que les femmes puissent avoir ce qu'il faut pour les soutenir? Une entreprise qui n'a que 5 ans d'existence a absolument besoin d'un accompagnement. Ça, c'est certain. On ne peut pas, et qui s'occupe d'emploi, les crises sociales dans les pays, ce n'est pas nous, le secteur privé. Chaque État aujourd'hui se préoccupe du chômage des jeunes, du chômage des jeunes filles, etc. Donc, les États doivent être en mesure aujourd'hui de faire des propositions concrètes d'accompagnement et de suivi de toutes les entreprises qui sont impactées par le Covid-19. Donc, nous devons réfléchir à que faire si. Je disais tout à l'heure, j'ai parlé de limiter le personnel, on est obligé. L'inspection du travail en Guinée, on doit payer les 30% de salaire, mais même ces 30% de salaire que tu donnes à un employé qui ne travaille pas, tu vas le prendre où si tu n'as aucune activité? Madame Gakou disait tout à l'heure, on n'a pas de matelas financier derrière nous. On n'est pas assis sur des moyens financiers parce que malheureusement, nous n'avons pas peut-être su mettre en place
une enveloppe financière qui nous permette de pouvoir réagir à ce genre de crise, de toute façon. Donc, il faut qu'on s'organise autrement et j'espère qu'en Guinée, le GRIF que nous avons mis en place pourrait être un tremplin. Ce groupe de lobbying et de réflexion des femmes de Guinée pourrait être un tremplin pour que nous puissions travailler sur quelque chose assez vite et faire une proposition à notre gouvernement. Voilà. Mais pour l'instant, je confirme que nous n'avons absolument rien et on n'a encore rien reçu. Et jusqu'à présent, la Banque centrale n'a pas encore écrit aux banques primaires pour leur demander de soutenir d'une façon ou d'une autre. Chaque société ou chaque chef d'entreprise est allé voir sa banque pour essayer de négocier. Nous avons eu 3 mois de différé de paiement, de remboursement, mais qu'il faudra rembourser après les 3 mois. Qu'est-ce que nous allons devenir? Comment nous allons relancer nos activités? Si nous devons payer les loyers qui ont été bloqués, payer les salaires, même si c'est 30%, et relancer nos activités si un soutien n'existe pas. Je crains fort que d'ici 3 mois, que la majorité, malheureusement, des entreprises nous soient fermées. Et ça, ce n'est pas seulement celle des femmes. Hein. Et le bouleversement social que cela va causer dans ce monde est inquiétant et chacun devrait y penser. Merci voilà. Beaucoup, Madame Si. Effectivement, on a eu du mal lorsqu'on faisait la promotion de cette session. On a eu beaucoup d'hommes qui ont dit, mais écoutez, Madame, ce n'est pas que les femmes qui sont affectées ici. Là, on ne peut plus faire de séparation entrepreneurs-femmes. Et on avait du mal à justifier que ce n'était pas une exclusion, mais c'était vraiment qu'on essayait d'apporter un autre type de soutien avec un espace vraiment dédié aux problèmes des femmes. Parce qu'aussi, en plus de tout cela, elles retournent à la maison ou elles sont à la maison en train de gérer les enfants qui ne vont pas à l'école. Chacune d'entre vous, je crois que 7 petits-enfants, 4 enfants, 5 enfants d'autre côté. Vous voyez bien, en tant que chef de famille, on oublie qu'il y a ce travail des femmes qui n'est pas comptabilisé, mais qui est là. Ce sont nos rôles et donc on n'en disconvient pas. Et c'est pour cela qu'on a voulu prendre des profils comme vous pour que vous nous aidiez. Nous qui venons après vous et celles qui viennent après nous aussi, c'est pas que c'est vraiment compliqué. Je pense qu'il y a aussi une question de soutien moral. Moi, j'allais reposer la même question à Madame Gakou, celle que j'ai posée à Madame Si, qui a donné un peu le contexte Guinée et ses conseils. Au niveau du Sénégal, on a quand même vu un plan de riposte robuste. Et je crois qu'il y a quand même certaines choses qui ont été déjà décaissées au niveau du Sénégal. Je ne suis pas toute l'actualité donc peut-être que vous pouvez nous éclairer. Mais qu'est-ce que les femmes ont eu à gagner? Ou est-ce qu'ils n'ont pas vraiment fait de différenciation avec les besoins sexo-spécifiques? Je ne veux pas être très technique, mais quand on parle d'aide alimentaire aux démunis, on a bien vu cela, on voit la riposte sanitaire. Mais au niveau des entrepreneurs, est-ce qu'il y a quelque part une poche qui gagne et que les femmes sont laissées pour compte dans ce plan de riposte au Sénégal? Bon, je pense que les femmes soient laissées pour compte, c'est légendaire. Hein, ça a toujours été le cas. Nous avons commencé à déblayer le terrain pour faire entendre notre voix, mais ce n'est pas encore gagné. C'est vrai, au Sénégal, Monsieur le Président Macky Sall a mis en place ce qu'il appelle la force Covid-19 avec 1000 milliards, avec près de, je vais dire, 500 milliards pour les entreprises, mais il n'y a pas de distinction. Là, il s'agit d'entreprises. S'agissant d'entreprises, il y a des mesures qui sont des mesures fiscales, réduction de la dette fiscale pour, contrairement en Guinée, pouvoir payer des employés à hauteur de 70%. Ce n'est pas là 30%, mais 70%. Donc, remise fiscale constatée pour les entreprises et les particuliers. Je pense, un fonds de 200 milliards logé dans les banques sous forme de prêts, des garanties que nous pourrions peut-être aller au niveau des banques pour les prendre, mais aussi des mesures spécifiques pour certains secteurs qui sont carrément à l'arrêt, les restaurants, comme je disais, les hôtels, les écoles, etc., et la presse.
Mais est-ce que cela profite aux femmes entrepreneurs? Pour celles qui sont dans le secteur formel, oui. Si elles savent à qui s'adresser, où y aller, et en plus si elles se font accompagner. Parce que voilà, le genre féminin aussi n'est pas très au fait de tout ce qui est information économique. Parfois, nous ne savons pas à quelle porte frapper, même si nous sommes dans le secteur privé, mais en général, nous avons beaucoup plus la tête dans le cambouis, dans ce que nous savons faire. Et nous y allons à fond. Au Sénégal, le dernier recensement de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, la NSD, a montré que notre tissu économique, c'est 90% de petites et moyennes entreprises. Et dans ces 98%, plus de 75% sont du secteur informel. Et la plupart d'entre nous, justement, sont dans ce secteur informel. Elles ne peuvent pas être prises en compte parce que comment les identifier? Où les chercher, même si, à mon sens, à mon avis, l'État doit avoir les moyens pour quand même pouvoir travailler avec son secteur privé. Par contre, nous, en tant qu'organisation, l'Union des femmes chefs d'entreprise, personnellement, j'ai eu à interpeller autant le ministre des Finances, mais aussi le ministre de la Femme, et le ministre du Commerce et des PME, qui sont nos tutelles. Pour les deux, le ministre du Commerce et le ministre des Finances, c'est toujours, il faut formaliser, pour celles qui sont formalisées, nous pouvons faire quelque chose. Autant pour leurs employés, autant pour les dettes, autant pour demander aux banques d'amener des moratoires, autant. Mais pour celles qui sont dans le secteur informel, nous sommes désolés, il va falloir trouver d'autres outils. Bon, on verra pendant ce temps, la réflexion est ouverte, soit. Mais je suis donc allée voir le ministre de la Femme en lui demandant qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on doit pouvoir faire pour justement les femmes entrepreneurs. Et la réflexion aujourd'hui a abouti pour celles qui sont dans le secteur de la couture, puisque l'État a lancé environ une commande d'environ 10 millions de masques, que justement une partie de ce marché-là puisse être allouée à ces femmes-là, surtout qu'elles sont bien organisées. Mais aussi pour celles qui sont dans la transformation alimentaire, pour tous les stocks qu'elles ont par devers elles, que ce stock-là, puisque l'État a mis en place, comment dire, toujours dans Force Covid-19, un soutien aux ménages, aux familles, en termes de denrées alimentaires, justement, denrées alimentaires produites par des femmes qui devraient pouvoir aller dans ce soutien-là. Donc, nous sommes en train de travailler autour de cela, mais aussi pour les agricultrices, celles qui ont du riz, celles qui ont du mil, donc qu'elles puissent justement vendre à l'État ces quantités-là. C'est ce que jusqu'à présent nous avons pu faire. Nous sommes en train de faire un plaidoyer avec le secteur privé national pour mettre en place un fonds spécifique aux femmes. Mais le problème, il reste entier. Ce qu'on nous dit toujours, c'est d'accord, mais qui est-ce qu'elles sont? Comment on va les identifier? Comment est-ce qu'on peut aller vers elles pour dire c'est toi et non pas l'autre? Voilà, c'est toute une difficulté qui est là, d'où l'intérêt justement d'amener nos sœurs à la formalisation. C'est aujourd'hui pour croître même en entreprise, il faut se formaliser. Les marchés, quand on n'est pas formel, on ne peut pas y accéder. Donc, je le répète depuis que je suis à la tête de l'Union, voilà, nous arrivons à formaliser une trentaine quasiment tous les 6 mois, mais malheureusement, elles se retrouvent encore dans l'informel pour d'autres raisons, parce qu'elles sont discriminées au niveau du fisc, etc. Mais ça, c'est un autre débat. Mais il faut aller vers la formalisation. Lorsque nous sommes en période de crise, justement, c'est là où on voit l'intérêt d'être formel parce qu'on peut être identifié. C'est un autre aspect. Mais c'est ce que nous avons essayé de faire avec nos différents ministres de tutelle et la réflexion continue. Parce que c'est vrai, nous sommes une partie intégrante de ce secteur privé-là. Nous sommes une partie intégrante de ces employeurs-là, même si c'est des emplois, ce qu'ils
appellent des emplois non décents, mais c'est quand même des emplois. Donc, il va falloir qu'on puisse prendre en compte ces femmes entrepreneurs qui sont aussi du secteur informel. Merci. Merci beaucoup pour ces deux interventions qui sont plus que percutantes. Je suis sûre que ça a généré beaucoup de questions. Je crois que nous, on avait ces questions qu'on avait identifiées pour vous. Vous avez soulevé tellement de points sur les deux pays. Le fait que je retiens que le fait que dans les plans de riposte, on n'a pas vraiment identifié les besoins spécifiques liés aux femmes entrepreneurs, qui quand même constituent, selon les chiffres, la plus grande force de travail en termes de production dans le monde. La femme entrepreneur en Afrique contribue largement, en tout cas, à l'économie de marché. Toutes les études le disent. Mais encore une fois, lorsqu'il y a des fonds qui viennent, on ne sait pas comment ça va, ce que ça fait, où est-ce que ça va. Mais je pense qu'il y a aussi, ça c'est pas dans cette session, mais peut-être aussi, c'est un peu aussi les organisations comme vous, auxquelles vous faites partie, le Groupement des femmes d'affaires de Guinée ou bien l'Union des femmes chefs d'entreprise, peut-être aussi renforcer votre capacité de plaidoyer à pouvoir justement mettre le pied dans le tas, si on peut dire. Je voudrais donner la parole à Fatou, qui a des questions certainement, qui viennent de nos participantes, parce qu'on voulait que cette session soit vraiment pleinement interactive. Fatou? Oui. Alors, il y a eu de nouvelles questions, mais est-ce que oui, Fatou? tu peux commencer avec les questions qui étaient déjà posées? D'accord, mais est-ce que tu as eu des nouvelles questions sur l'intervention de maintenant, d'aujourd'hui? Non, pas encore. D'accord. Donc, on peut poser les questions qui avaient été déjà envoyées. Oui. Peut-être répéter encore aux participants comment… Tu les poses? Non, tu peux les poser, s'il te plaît. Peut-être juste répéter encore comment elles doivent cliquer sur la main si elles ont une question directement. Ouais. Le petit, voilà, pour les rappeler, parce que on est quand même fiers de cette session. On vous rappelle que pour beaucoup, c'est une première fois de participer à ce type de session en ligne. Et comme Madame Si disait tout à l'heure, nous-mêmes, on a décidé aussi de se réadapter. Je pense que c'était même le simple fait d'inviter un certain nombre de personnes à participer à cette session, c'était intéressant parce que pour certaines, c'est vraiment la première fois de pouvoir utiliser ce type d'outils numériques pour pouvoir voilà, communiquer avec d'autres femmes. Fatou? Oui, alors je vais juste répéter aux participantes de ne pas s'inquiéter si elles ne peuvent pas parler, elles ne sont pas entendues, c'est normal. Elles sont en mode silencieux et donc elles seront juste à l'écoute. Après, pour les questions, c'est dans le chat box, donc dans la boîte de dialogue, hein, questions ou bien le point d'interrogation. Donc, pour les questions, la première question qu'on avait de Madame Saran Keita, donc d'abord un commentaire, elle dit qu'il faut prendre apparition de cette pandémie comme quelque chose de naturel, sans passion et avec sérénité pour pouvoir le vaincre. Cette pandémie a été créée et a un grand impact négatif sur nos différentes entreprises. Donc sa première question étant dans la transformation agroalimentaire. Avec l'obligation de se confiner à la maison, comment continuer la production quand les femmes ont peur de sortir et d'être contaminées? Ta deuxième question, les frontières étant fermées, comment avoir accès aux emballages? La troisième, les frontières étant fermées toujours, comment exporter? Et comment se former à la nouvelle technologie digitale et e-commerce aussitôt pour combiner le vide causé par pour combler le vide causé par cette pandémie. Donc ça, c'était des questions de Madame Saran Keita. Je vais laisser nos panélistes répondre. J'espère qu'elles ont eu le temps de prendre note. Oui, je peux y répondre, enfin une partie peut-être, Madame Gakou. Voilà, je voulais dire que je pense que j'y ai touché un peu peut-être avant qu'on arrive à sa question. À ce que je sache, les frontières ne sont pas fermées pour les biens. À la frontière du Sénégal, je me renseignais justement même hier en préparant cette émission. J'ai appelé à la frontière. Les personnes ne passent pas, mais les camions, un chauffeur, un apprenti
passe la frontière, et la frontière du Mali, Kouré Mali, et celle du Sénégal. Donc, on peut s'organiser pour aller, si elle prend ses emballages dans la sous-région, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes ici qui achètent des emballages au Sénégal, c'est possible. Je parlais tout à l'heure de comment il faut préserver d'abord la santé de ces employés, parce que c'est extrêmement important. Peut-être nous l'avons fait, on a créé un groupe WhatsApp de l'ensemble des employés où nous faisons de la sensibilisation tous les jours, nous les informons de ce qu'il faut faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, et nous maintenons le contact même avec ceux qui ne travaillent pas. Je pense que lorsque l'entreprise, le peu qui travaille dans les structures où on a gardé un peu de personnel, évidemment, toutes les mesures de sécurité sont sur place, le lavage des mains, les gants, etc., les masques. Et je pense que c'est extrêmement important que nous-mêmes, chefs d'entreprise, nous sachions sensibiliser nos employés. Pour se réinventer, comme je le disais tout à l'heure, Madame Gakou a parlé tout à l'heure de se former, de lire. Je pense qu'on n'a pas meilleur moyen. Croyez-moi, c'est vrai que c'est très douloureux ce confinement. Nous ne travaillons pas, mais moi, je le prends très bien, personnellement. J'étais très fatiguée. J'en ai profité vraiment pour me reposer fondamentalement. Et je peux rester à la maison 10 jours parce que nous, en Guinée, on n'est pas confinés. J'ai fait de l'autoconfinement personnel pour une remise en question, comme elle a dit. Je réfléchis beaucoup. Je suis en train de me je sais pas, vous comprenez, j'arrive pas à prononcer, voilà, ailleurs, de me réinventer ailleurs en me disant, écoutez, que faire si je me rends compte personnellement que je suis dans un métier où tout se tient. Vous savez, brusquement, l'agence de voyage est fermée, les restaurants, on n'y mange plus, le salon, ça ne marche pas, les hôtels en Guinée, tout est fermé. Vous vous rendez compte, d'un jour à l'autre, tu te lèves, tu n'as plus de boulot. Quand je dis aux gens, je suis au chômage, ils rigolent, mais c'est de ça qu'il s'agit, j'ai plus de boulot. Est-ce que je dois rester chez moi, pleurer et dire qu'est-ce que je vais faire ou pas? Non. J'ai pris le temps, étant une femme, il y a très longtemps que je ne fais pas ma maison, je redécouvre mon domicile, vous voyez, donc je fais du rangement, je sais ce qui me manque, ce que j'ai pas, et j'ai un énorme plaisir à le faire. En plus de ça, au niveau des entreprises aussi, on se remet en question. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent qui n'était pas bien fait? Et je réussis à rentrer dans des sites de formation pour les femmes, justement, celles qui posent la question comment se former. Mais rentrer sur le net, aujourd'hui, on a tout gratuitement. Il y a énormément de choses qui sont gratuites que vous pouvez utiliser et avoir une formation appropriée. Je pense que j'avais noté quelques informations à propos. L'université de Pennsylvanie, sur le site de l'université de Wharton ou de Yale, ou si vous allez même sur le site de Columbia University, il y a des structures comme Google, comme Facebook, qui offrent gratuitement des cours de formation, de renforcement de capacité et de webbing online. C'est vraiment le moment que nous pouvons utiliser parce qu'au moment où on travaille, on ne peut pas le faire. Donc, toutes ces femmes aujourd'hui, ou tout chef d'entreprise, peut se permettre quand même d'y aller tranquillement et d'apprendre le métier. Donc, moi, j'invite toutes les femmes à rentrer et faire des recherches sur la formation gratuite ou même aller jusqu'à la certification. C'est un plus, non seulement ça vous revalorise, mais ça vous aide à renforcer davantage les capacités de votre entreprise. Ils peuvent visiter des sites aussi, comme Coursera, Udemy ou MOOC, M-O-O-C. M-O-O-C, ce sont des sites qui vous offrent des cours online gratuits et ouverts à tous. On peut aussi, au niveau de nos pays, demander des services d'appui parce que, encore une fois, nous sommes dans des États, nous avons des gouvernements qui ont l'obligation de s'occuper de nous dans ce domaine. C'est à nous de demander. C'est à nous de demander. Nous avons des bailleurs de fonds qui, s'ils voient que nous sommes unis, encore une fois,
que nous sommes solidaires, que nous faisons la même demande en même temps, je pense que ces bailleurs de fonds et nos États seront plus aptes à pouvoir nous aider et à réussir les défis auxquels nous sommes confrontés. Le dernier exemple que je veux donner, en Guinée, il y a beaucoup de femmes qui font la même chose. Oui. Il y a beaucoup de femmes qui font la même chose. Elles sont dans la transformation des mêmes produits, le néré, les mangues, les ananas, bref. Je pense qu'après le Covid, il faudra voir comment on peut regrouper ensemble, être ensemble pour monter des projets communs. Au lieu d'avoir 50 projets de femmes, de petits projets, essayez peut-être d'en faire 2 ou 3 ou une en pouvant développer la chaîne de valeur, celles qui produisent, comme celles qui transportent, celles qui transforment. Je pense que si nous organisons des filières pareilles, nous pourrons avoir des appuis qui vont permettre à ces femmes qui sont dans l'informel, dont Mme Gakou parlait tout à l'heure, de pouvoir s'inscrire dans une dynamique de formalisation de leurs entreprises. Voilà, je vais la laisser continuer, mais c'est ce que j'avais à dire à propos de cela. Merci beaucoup, Madame Si. Vous êtes revenue plusieurs fois sur quelques points que je vais répéter. J'informe un peu à nos participantes et à nos panélistes que nous enregistrons la session, donc on pourra encore, bien entendu, le repartager pour que les uns et les autres puissent revoir un peu ce qui a été dit, parce que vous dites beaucoup de choses en très peu de temps. Je retiens que vous insistez beaucoup sur le fait que cette période aussi est une période de se réinventer, de remise en question. De remise en question de les choses qu'on prenait pour acquis, on peut avoir un autre regard dessus. Vous avez beaucoup parlé de formation en ligne, d'utiliser d'aller chercher l'information. Vous avez aussi beaucoup insisté sur se mettre en réseau. Moi, ce que je crois comprendre, c'est être en groupe. Que ce soit un groupe de femmes qu'on connaît ou un groupe de personnes qui exercent la même activité, mais pour ne pas aller en rang dispersé et que ça a plus de poids. Je crois que vous avez dit un certain nombre de choses, mais je retiens beaucoup l'insistance sur le fait que ne pas reprendre toutes les mêmes actions alors qu'on peut se mettre ensemble. Je vais reposer, enfin, Madame Gakou a déjà les questions. Je ne sais pas si Fatou veut les répéter encore ou sinon, Madame Gakou, vous les avez déjà. C'est à vous la parole. Juste vous dire qu'on a 10 à 15 minutes de retard, mais c'est aussi dû un peu, on a démarré avec, je crois, 15 minutes de retard. Donc, on vous donne la parole et on va essayer d'avancer un tout petit peu vers la clôture de cette session, de cette première partie. Merci. Je pense que Madame Si a donné l'essentiel des réponses. Hein. C'est une période qui est difficile, c'est vrai, mais on n'a pas le choix. Il faut bien la vivre. Et comment bien la vivre, c'est de nous réinventer. C'est le mot qu'elle a utilisé, que j'ai adoré. Donc, c'est cela. Il faut redéfinir d'abord qui nous sommes dans notre environnement entrepreneurial, ce que nous voulons faire, vers où nous voulons aller, quelle est notre vision. Et si c'est toujours une vision qui correspond à ce que nous sommes, nous pouvons toujours travailler à l'améliorer. Mais travailler aussi à améliorer parce que le monde a changé. On ne peut plus être entrepreneur comme il y a 20 ans. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, les femmes évitent d'aller vers l'outil du numérique, mais on n'aura pas le choix. C'est utiliser le numérique ou disparaître. Parce que, voilà, nos filles ont évolué, nos filles ne vont pas forcément au marché, elles commandent tout sur Internet. Donc, profitons de l'outil Internet pour justement évoluer. Se former aujourd'hui, Madame Si l'a dit encore une fois, ce n'est vraiment pas difficile. Il faut juste avoir un téléphone avec une connexion ou un ordinateur avec une connexion et fouiller Internet. Mais aussi, être en réseau, c'est extrêmement important parce qu'en réseau, on arrive à faire énormément de choses. Aujourd'hui, il y a diverses plateformes qui existent. Par exemple, la plateforme SheTrade qui a été lancée par le ICT. Mayam, tu vas traduire pour moi l'ICT, ce que cela veut dire.
C'est une plateforme qui aujourd'hui nous amène nous donne beaucoup de formations. Elles sont toutes gratuites. Mais aussi, c'est une plateforme de mise en relation parce que je vois qu'il y a une dame, Madame Senghor, qui a parlé justement de cette possibilité de mise en relation sur l'Afrique. Ce n'est plus sur le Sénégal ou sur la Guinée, mais sur l'Afrique. Comment travailler avec le Kenya, comment travailler avec Zimbabwe, comment travailler avec l'Éthiopie. Je viens d'une conférence, du moins d'une session de mise en relation en Éthiopie, où toutes les femmes étaient là pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Et ce terme ensemble-là, c'est extrêmement important. Nos structures sont trop petites. Les structures des utilités des femmes sont des micro-entreprises. Ce sont des petites et moyennes entreprises. Tout à l'heure, Mariam, tu disais que la plupart avaient des structures qui n'avaient pas 5 ans d'âge. Déjà, si elles existent après ces 5 ans d'âge, ça veut dire qu'au moins, c'est peut-être une entité qui est promoteuse. Mais micro, là, ça n'ira nulle part. Il faudrait qu'on apprenne à faire de la co-entreprise. Faire de la co-entreprise, c'est se mettre ensemble sur des chaînes de valeur. Je prends un exemple très simple. Nous, nos transformatrices, puisque nous sommes une structure nationale, nos transformatrices travaillent avec les agricultrices lorsqu'elles ont besoin du mil. C'est toujours dans le réseau qu'elles l'ont. Lorsqu'elles ont besoin de fognon, c'est toujours dans le réseau qu'elles l'ont. Lorsqu'elles ont besoin même de couture, c'est dans le réseau qu'elles l'ont. Celles qui utilisent tout ce qui est tissage artisanal pour le mobilier, pour les autres outils qu'elles font, qu'elles vendent sur l'international, elles l'achètent auprès des femmes tisserandes qui sont dans le réseau. Donc, c'est important d'être en groupe, c'est important d'être ensemble. Soit on est dans un réseau du secteur privé, on est un réseau de femmes, ou bien, mais aussi s'inscrire au niveau de la chambre de commerce. J'ai eu à faire une petite enquête auprès des femmes. Sur 100 femmes, il n'y avait même pas une dizaine qui étaient inscrites au niveau de la chambre de commerce, parce qu'on trouve que c'est superflu. C'est dans des situations comme ça qu'on se rend compte que cela est important, d'avoir la bonne information, de savoir à quelle porte on doit taper, mais aussi de se dire, psychologiquement, je suis avec d'autres femmes qui ont le même problème que moi. Si on arrive à trouver une solution, cette solution sera englobante. Donc, c'est important. Il y a aussi le réseau de la FEFA, la Fédération des femmes chefs d'entreprise et femmes d'affaires de la CEDEAO, qui travaille toujours avec la CEDEAO à mettre en place une plateforme qui va être une plateforme de commerce, mais aussi une plateforme de e-learning, une plateforme de mise en relation qui va être appelée 100 millions de femmes prennent la parole. Donc, c'est dire que, encore, il nous faut nous regrouper. Il nous faut nous former encore et encore. Je pense que parmi les questions, il y en a une qui disait, est-ce qu'elle peut avoir des aides? Si vous êtes formelle, je vois qu'elle s'est formalisée, elle a un INEA, un registre de commerce, mais moi, je dis très souvent, je suis désolée, c'est pas seulement la formalisation. Quasiment toutes les femmes ont un INEA, un registre de commerce, mais être formelle va au-delà de cela. Être formel, c'est avoir une traçabilité financière. Être formel, c'est, même si on n'a pas un comptable intramuros, on a une comptabilité qui peut permettre demain à un banquier de dire, voilà, ça c'est clair, c'est lisible, je peux l'accompagner financièrement. Être formel, c'est savoir c'est qui tes fournisseurs. Est-ce que tu peux établir une relation de confiance avec ton fournisseur? Être formel, c'est connaître ta structure de vente du début à la fin. Être formel, c'est quand on réveille Madame Si, là, tout de suite, elle peut nous dire quel est l'état de son stock. Voilà, c'est cela, être formel. Être formel, c'est aussi, petit à petit, commencer à formaliser nos employés. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne le dis pas, mais commençons, parce que si on n'a pas, ici au Sénégal, de documents IPRES, caisse de sécurité sociale, on ne peut pas prétendre à certains marchés. Madame Si le sait mieux que moi, je pense que la formalisation, encore une fois, je vais revenir à cela, c'est se mettre en règle, mais il faudra, on ne peut pas ne pas faire le sacrifice d'aller vers la formalisation. Ce n'est pas évident, mais c'est possible. Pourquoi l'entreprise de nos homologues hommes gagne tout?
c'est parce qu'ils se sacrifient à se mettre dans cela. Il ne faut pas toujours qu'on dise que oui, la femme est discriminée. C'est vrai, c'est une réalité. Ce n'est pas ce que je suis en train de critiquer. Mais, attention, les féministes se réveillent. Mais tout à fait. Il faudrait qu'en temps, parce que l'entreprise n'a pas de sexe, je suis désolée. L'entreprise n'a pas de sexe. Oui. L'entreprise, que le dirigeant soit un homme ou une femme, répond aux mêmes règles économiques. De gestion, oui. Voilà, de gestion. Maintenant, si nous ne nous mettons pas à jour par rapport à ces règles économiques, on restera toujours en rade. Maintenant, le fait d'être femme apporte d'autres problèmes et c'est pour ça aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le lieu de saluer cette opportunité que nous a donnée Madame Camara et Madame Anne, Madame Diop plutôt et Madame Anne, de pouvoir avoir un regard croisé entre Sénégalaises et Guinéennes, parce que c'est important. Il est important qu'on puisse avoir ce type de débat, qu'entre femmes, on puisse se donner la main, même si c'est virtuel, mais qu'on puisse accompagner d'autres sœurs, parce que nous avons eu la chance peut-être de réussir quelque chose, mais d'accompagner d'autres sœurs à pouvoir franchir le bon. Mais ça passera par la formation, ça passera par la formalisation, mais la réelle formalisation et non pas avoir un INEA, un registre de commerce, et ça passera par être ensemble. On ne pourra pas faire l'économie de... Merci. Superbe. Vraiment, moi-même, je voulais me mettre en participante parce que je suis moi-même entrepreneur, donc je tente de prendre des notes. Et vous avez vraiment donné des conseils vraiment très, très clairs. Et je crois que vous n'avez pas mâché vos mots. Souvent, on me dit oui, mais c'est parce que ce sont des grandes dames, elles ont réussi, elles ne comprennent pas nos problèmes. Mais je crois que on voit bien que l'expérience est là, hein, et c'est l'expérience qui parle. Merci pour cela. Fatou, je vois qu'il y a pas mal de questions qui sont là. Tu voudrais reprendre les questions? Ok, je vais reprendre une des questions qui vient d'arriver de Madame Lucia. Alors bon, elle nous félicite bien sûr. Donc la nouvelle technologie digitale est très intéressante, mais non maîtrisée par les membres. Nous sommes une structure en reconstitution et depuis le décès de la fondatrice, la structure est en léthargie. Au moment où il nous fallait mettre en place la nouvelle structure et chercher auprès de partenaires financiers un financement pour le démarrage des activités, nous tombons sous le coup du Covid. Nous nous déplaçons difficilement pour suivre les activités. Nous ne pouvons plus continuer nos activités. Nous avons notre local dans le département de Pikine et les charges nous coûtent très cher car nous n'avons plus d'activités. Comment pourrons-nous survivre après le Covid? J'appelle d'autres collègues qui maintiennent leurs activités car en plus, elles ont les charges locatives à supporter. Les moyens ne suivent pas. Comment faire? Désolée, c'est une longue question. Voilà. C'est pour tout le monde. Oui, je pense qu'on a en partie répondu. D'accord. Peut-être je vais prendre le pas sur Madame Si essayer de répondre. D'abord, si c'est une structure, est-ce que les membres cotisent? Parce que cela aussi, c'est un autre problème de nos structures. Nous avons de grosses structures avec beaucoup de personnes, mais sitôt que les femmes payent leur droit d'adhésion, après, elles pensent qu'elles sont dispensées des cotisations qui sont en général annuelles et qui peuvent être payées tous les mois. Mais quand une structure n'a pas de moyens propres, il lui est difficile de survivre. Il ne faut pas se leurrer. C'est vrai, c'est bien d'aller vers les bailleurs, mais avant d'aller vers des bailleurs, il faut d'abord compter sur ses propres forces. Il faut compter d'abord sur ses propres moyens. Et nos structures aussi n'ont pas l'habitude d'avoir une caisse de solidarité. Quand je dis une caisse de solidarité, ce n'est pas pour que quand j'ai un décès, je vienne prendre piocher dans cette caisse de solidarité, mais une caisse de solidarité qui concerne la structure elle-même. Lorsqu'elle a besoin d'organiser une formation, qu'elle ne compte pas toujours sur le partenaire étranger. Parce qu'en général aussi, ce sont ces structures-là, lorsque vous dépendez trop des partenaires, parce que les partenaires n'investissent plus, vous disparaissez. Et malheureusement, c'est le cas aujourd'hui de beaucoup de groupements, d'associations de femmes qui sont sous perfusion parce que n'ayant plus de financement de l'étranger.
Donc, il faudrait que les membres, surtout encore plus aujourd'hui, en période de crise, de pandémie, que les membres puissent cotiser pour continuer à tenir la structure, que chacune en fasse son propre problème. C'est là où la solidarité doit parler. Merci beaucoup, Madame Si, à vous. Je vais vous donner les dernières minutes, et parce que aussi je voudrais que Fatou nous permette de laisser Madame Nké Diak, qui est qui est avec nous, qui sera une des prochaines panélistes, est là, et je voulais lui donner l'occasion parce qu'elle travaille avec, elle est directrice générale adjointe de CGF Bourse, qui s'occupe vraiment d'aider les femmes à construire leur épargne et les investissements. Mais Madame Si, je vous passe la parole et on va clôturer cette partie pour permettre justement, on a nos techniciens, nos consultants qui sont spécialisés dans la finance digitale. Et comme vous avez beaucoup parlé du numérique, de l'Internet, on a jugé utile de les associer après vous avec quelque chose de pratique aussi. Ils seront là, donc ils attendent. On a débordé, là, on a 15 minutes de débordement, mais je savais, je leur ai dit dans la construction que je connais ces deux dames, et 45 minutes pour les deux, c'est très peu, mais personne ne m'a compris. Donc, il fallait qu'on le fasse d'abord. À vous. Évidemment. Merci beaucoup. Écoutez, je confirme ce que Mme Gakou a dit sur tous les plans à 100%. Franchement, la formalisation, elle est essentielle. Je ne reviens pas là-dessus. On ne peut pas continuer à travailler dans l'informel et vouloir justement que nous soyons aidés dans des cas comme celui de cette pandémie. Nous devons apprendre. Ici en Guinée, nous avons les CGA. L'État en est tellement conscient qu'on a mis en place des structures qu'on appelle CGA, où on facilite toutes les informations et l'obtention de tous les documents sous la houlette d'un commissaire aux comptes reconnu et agréé par l'État. Moi, j'encourage toutes les femmes guinéennes qui suivent cette émission et d'autres de passer ce message parce que c'est important de se formaliser. En plus, pour ces groupements, le nombre de groupements est énorme dans nos pays. Depuis des années, ça fait 20 ans, 30 ans que j'entends parler et je vois des groupements qui ne vont pas plus loin. Pourquoi? Parce que justement, ces groupements, ces femmes passent leur temps à monter des projets et à aller de bailleur en bailleur. Lorsque tel bailleur dit que nous investissons dans l'éducation, elles montent des projets de l'éducation. Si l'une dit nous faisons dans le maraîchage, elles font la même chose. Il faudrait que ça s'arrête et que nous apprenions à faire des épargnes, à économiser pour nos entreprises. Mais regardez les beaux boubous que l'on met et les bijoux que l'on met dans les occasions. Si nous réduisions l'achat de ces bijoux et l'achat de ces belles tenues que ces femmes s'offrent lors de toutes les occasions dans l'année, vous pensez qu'on n'aurait pas pu épargner de quoi construire un montant qui va nous permettre d'aller voir les banques, les bailleurs de fonds, leur dire nous avons mis 1 milliard de côté parce que nous avons cessé d'acheter des boubous pendant 6 mois? Vous pensez qu'on n'aurait pas les moyens de notre politique économique aujourd'hui? Personnellement, je vais vous dire, mon premier sac griffé, je l'ai acheté quand ma dernière fille a fini ses études à Londres. Je marchais avec des sacs de tous les jours, même en plastique, et pourtant j'avais une entreprise depuis près de 25 ans. C'est un choix. La vie est un choix. On ne peut pas avoir tout ce que l'on veut et se donner et vouloir faire de l'entreprise. Vous savez, l'entrepreneur, ce qu'il gagne, c'est quand il a fini de tout régler. Il a payé son loyer, il a payé ses impôts, il a payé ses employés, toutes ses charges. Ce qui reste là, c'est ça qui lui appartient, si ça reste quelque chose. Donc, on ne peut pas allier les deux. Nous avons nos armoires remplies de vêtements. Décidons, après le Covid, Madame Gakou l'a dit et je le confirme, il y aura le monde avant le Covid et le monde après le Covid. Si nous ne nous réinventons pas comme il faut, si nous ne nous reprenons pas cette frénésie de dépenses, de bijoux, de chaussures et de sacs griffés, si nous ne nous réinventons pas, nous n'essayons pas d'épargner par nous-mêmes pour construire une économie, une épargne, nous n'irons nulle part. Et je suis très heureuse de savoir que c'est Madame Diak
qui va être la prochaine panéliste, parce qu'elle va nous aider par ses conseils à voir comment nous organiser. Mais en tout cas, moi, je lance le message, réduisons ces dépenses chez nous, croyez-moi, mesdames, et nous pourrons avoir cette dame de Pikine qui dit comment elles vont payer leur loyer. Je suis sûre que pendant ce temps, elles se sont achetés des vêtements. Pendant ce temps, elles se sont offerts des cérémonies. Réduisons, on ne dit pas d'argent, mais réduisons. Si on dépensait 100 000 pour une cérémonie, mais dépensons 50 000 pour la même cérémonie et mettons ces autres 50 000 dans le business que nous voulons créer. Je pense que ça va aider énormément. Moi, je veux arrêter avec cette note d'espoir parce que nous avons la solution à nos problèmes. Il suffit de nous organiser, il suffit de nous donner la main, il suffit de créer une union et une solidarité féminine des femmes chefs d'entreprise, des femmes qui sont dans l'entrepreneuriat pour que vraiment chacune, là où elle est, puisse construire une épargne. Parce que, vous savez, le banquier, hein, on ne prête jamais de l'argent à quelqu'un qui ne peut pas mobiliser les 20 ou 30%. Et ça, ce n'est pas le bailleur qui va nous le donner. Et aujourd'hui, la chance que vous avez, les jeunes, dans l'entrepreneuriat, nous n'avions pas, Madame Gakou est là. Nous nous sommes construites probablement toutes seules. Nous nous sommes construites sans l'appui de banques. Nous nous sommes construites sans l'appui de conseils, de coachs. Aujourd'hui, le monde est ouvert à telle enseigne que et les bailleurs de fonds, et les fondations internationales, et nos États, ce que vous avez, nous, on ne l'a pas eu. Et on a tenu. Ça fait 30 ans que nous tenons nos entreprises. Moi, je compte du bout des doigts lorsque j'ai commencé. Je ne pense pas qu'il y ait 3 entreprises qui tiennent encore depuis que j'ai créé ma société. En Guinée, elles ont toutes fermé. Je me demande comment j'ai pu tenir jusqu'à aujourd'hui. Je me demande, hein, sincèrement, je ne sais pas quelle force, mais je sais que cette force, je l'ai en moi, parce que je me dis, ce que les hommes réussissent, je peux le réussir. Et si j'avais quelques femmes qui pensaient, qui raisonnaient comme moi, qu'on se donne la main, je vous assure qu'on aurait atteint des limites insoupçonnées. Donc, donnons-nous la main, travaillons, faisons de l'économie, faisons de l'épargne et organisons-nous. Nous avons la solution à nos problèmes. Co-entreprise, co-société, co-partenariat, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ok, avant de donner la parole à Madame Diak, qui je pense est en ligne maintenant, je lis juste 2-3 commentaires. Une dame dit bravo, business mindset. Une autre dit bonjour, je pense aussi qu'il faut tenir en compte le milieu social et aussi l'environnement en dehors de l'entreprise. C'est pas évident et c'est la minorité qui bénéficie de ces aides. C'est juste des commentaires. Madame Diak, vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. J'ai été voilà, connectée. J'ai vu un de vos commentaires. Mais je suis là, j'ai été connectée à 17h30. Bonsoir, mesdames. Ok, d'accord. Je tiens à remercier nos célèbres panélistes. Et j'ai très apprécié les interventions. Mariam, on te remercie de nous donner l'occasion d'échanger sur un sujet très chaud et d'actualité. Ce que j'ai entendu, c'est le que faire si. What if? Madame Si, merci pour le what if. Madame Diak, que faire si? Madame Diak, beaucoup de gens ne vous connaissent pas. Permettez-moi juste quand même de vous introduire. Madame Diak est la directrice générale adjointe de CGF Bourse. Elle va elle-même rapidement. On est vraiment très en retard, hein, donc je vous donne juste quelques minutes. Donc, non, je vais prendre 2 minutes. Voilà. Sur ton what if, ce que j'entends, on a parlé de ensemble et on a parlé du what if. Ce que j'entends, c'est juste l'épargne collective. Et l'épargne collective, je pense que c'est la clé de notre futur développement. On ne peut rien faire sans aller ensemble. Aujourd'hui, Madame Gakou nous a listé, nous a donné les taux, les pourcentages en termes de PME, PMI, le nombre de PME, PMI, l'informel à l'intérieur de ce nombre-là, c'est énorme. Aujourd'hui, pour permettre toutes ces structures de se formaliser et d'aller dans un bel ensemble, c'est d'aller vers l'épargne collective qui non seulement amènera donc tous ces, que ce soit formel ou informel, à se former sur tout ce qu'on pense très compliqué qui est le système financier et de pouvoir voir rentabiliser toute cette épargne collective-là.
Et accompagné d'une structure financière, vous pourrez gérer des projets, financer des projets par vous-même. Et donc, l'État, les bailleurs, tout le monde ils vous trouveront déjà sur la bonne voie et pourront vous accompagner de la manière la plus aisée possible. J'avais juste ça à dire en attendant que mon intervention de la prochaine séance, mais je crois qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans aller ensemble. Et j'insiste sur l'épargne collective. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ndaïka Didiak, une grande dame, et j'aime beaucoup leur institution financière. Elle est dirigée par une femme et la directrice générale adjointe est une femme. C'est le meilleur des mondes pour moi, ça. Donc, donner 2-3 commentaires des participantes avant la transition. Donc, il y a Madame Diaye d'Abarokiatou qui dit à Madame Si, non, même Madame Si, la situation économique ici au Sénégal est chaotique, surtout dans la banlieue de Pikine. Donc, de ne pas penser qu'ils ne sont pas autant touchés. Et aussi, bonsoir, alors, une jeune fille qui dit que c'est une fierté d'être là. Et donc, une autre qui dit que ces panélistes sont vraiment des modèles et nous reboussent beaucoup en tant que jeunes femmes et chefs d'entreprise à exceller dans notre domaine. Merci pour cette opportunité. Donc, voilà, c'était les bravos. Bravo aux grandes dames pour d'autres. Merci à vous. Il y a aussi Mawara qui dit bravo. D'accord. Ouais. Voilà. Il y a Karima Grant aussi que je salue au passage. On a vraiment eu des gens qui sont vraiment des entrepreneurs sociaux, des entrepreneurs qui sont là, qui vous ont écouté. Vraiment, nous aussi, on vous remercie beaucoup pour tous ces conseils, pour vous avoir mis à notre disposition et d'avoir prodigué ce que vous pensez. On voudrait développer cette session et cette communauté, donc ne partez pas encore. On va faire la transition très rapidement avec, vous pouvez rester, soit Fatou, je ne sais pas comment tu vas gérer cela, on va amener Microsafe Consulting, voilà, Monsieur Diallo, et je ne sais pas s'il est seul ou s'il sera avec Rebecca. Ça va clore la boucle. Voilà, ça va clore la boucle parce que le Microsafe Consulting est une firme internationale spécialisée sur la finance digitale. Ah, voici Monsieur Diallo. Monsieur Mamadou Diallo, on vous donne la parole. Le premier homme du groupe des panélistes. Bravo à lui. Merci beaucoup, Madame Camara. C'est un grand défi et un honneur de pouvoir m'exprimer devant ce panel de grandes femmes chefs d'entreprise. Je vais commencer d'abord par passer la parole à ma collègue. Je me suis fait quand même accompagner par une dame de Microsafe, Madame Rebecca Stanzir, qui va d'abord vous présenter notre structure brièvement, en 2 minutes, et puis je procéderai à la présentation à proprement parler. Rebecca, je te passe la parole. Merci Mamadou. Je suis désolée, j'ai une faible connexion Internet, donc je ne sais pas si vous allez me voir en vidéo. Vous voyez, on vous a vu tout à l'heure. Hein. Oui, mais je pense que ça marche une fois sur deux. Et vu qu'il s'est mis à pleuvoir, peut-être que vous serez plutôt accompagné par le son de ma voix. Comment? Je demande à Madame Anne Fatou, c'est pas possible de la mettre en vidéo? Non, elle est en vidéo. J'ai une mauvaise connexion. Ok, J'ai une mauvaise très bien. connexion, donc si je veux que vous m'entendiez bien, peut-être qu'il faut que je ne mette pas la vidéo. Alors, est-ce que je peux juste demander à Madame Anne de me permettre de partager mon écran, comme ça je projette en même temps que Madame Rebecca. Bien sûr. D'accord, merci. Alors, voilà, c'est fait. Ça devrait apparaître. Oui, on a l'écran, tout va bien. On voit bien l'écran, hein? En tout cas, oui, nous on le voit bien. Ok. Bonjour à toutes. Donc, comme vous m'avez introduit, je suis Rebecca Zantir, en charge du marketing et de la communication pour Microsafe Consulting Afrique francophone. Et je suis basée au Kenya. Et par ailleurs, j'ai créé ma start-up ici au Kenya qui promeut l'artisanat local. Donc, je suis d'autant plus intéressée par la session d'aujourd'hui.
Alors, nous sommes très heureux d'être parmi vous pour cette session de travail. Donc, merci à Madame Diop et Madame Anne de nous avoir sollicités afin que MicroSave Consulting puisse participer à cette masterclass. Donc, comme vous l'avez dit, MicroSave Consulting est en effet un cabinet de conseil international et nous sommes spécialisés dans toutes les questions d'inclusion financière, économique et sociale. Nous travaillons dans 11 bureaux à travers le monde et notre siège pour l'Afrique francophone est, lui, basé à Dakar. Que dire d'autre? Donc, nous sommes soutenus par la fondation Mastercard pour mener à bien nos projets qui sont des projets de recherche, mais également d'assistance technique et également des formations que nous délivrons à travers notre institut spécialisé qui est l'Institut ELIX. Donc, comme vous pouvez le voir sur votre écran, nous avons participé au développement de plus de 3500 projets dans des secteurs assez variés, tels que la santé, l'agriculture, l'éducation, le climat, les services financiers, banques et assurances, les questions de régulation et bien sûr l'écosystème entrepreneurial. Nous avons récemment accompagné notamment l'incubateur et un incubateur et ses jeunes pousses de start-up d'un opérateur de téléphonie mobile au Sénégal, ainsi que plusieurs banques et institutions de microfinance dans leurs projets de transformation digitale. Et j'insiste un petit peu parce que nous sommes d'autant plus heureux de pouvoir nous joindre à vous aujourd'hui, car en effet, l'écosystème entrepreneurial et notamment l'écosystème entrepreneurial féminin, c'est un domaine que nous affectionnons particulièrement et qui est vraiment au cœur de bon nombre de nos sujets de recherche. Nous avons récemment développé une plateforme qui s'appelle le Hub de la finance digitale. Et l'objectif de ce Hub, c'est de fédérer l'ensemble des contenus francophones qui sont disponibles sur la finance digitale et sur l'écosystème des startups en général, parce que c'est vrai qu'il existe énormément de choses. On parle beaucoup de finance digitale aujourd'hui, mais quand on fait des recherches, quand on veut, comme vous insistiez dessus, quand on veut apprendre, très souvent, le contenu qui est mis à notre disposition est anglophone. Et donc, on s'est donné comme mission de fédérer l'ensemble de ce contenu francophone sur cette plateforme. Donc, c'est du contenu où vous pourrez trouver différents outils qui seront utiles au développement de votre activité. C'est vraiment aussi important pour nous ce hub parce que vous avez souligné tout à l'heure l'importance du réseau. Et nous, c'est vraiment ça et c'est vraiment un des objectifs de ce hub. On croit vraiment aux synergies entre les différents acteurs qui émanent des différents échanges et des différents partages d'expériences afin d'aboutir à différents partenariats. Donc, c'est véritablement l'idée de ce hub, c'est s'informer, s'instruire et échanger, partager et pouvoir créer ce réseau pour être un petit peu, pour avoir plus d'impact. Alors surtout, n'hésitez pas à vous inscrire sur cette plateforme afin d'avoir accès à ce contenu diversifié qui vous accompagnera tout au long de votre aventure entrepreneuriale, car en plus, c'est gratuit. Donc, je ne vais pas m'étendre ici sur ce hub, mais je reste vraiment à votre disposition pour toute information supplémentaire. N'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous envoyer séparément après cette session des informations. Donc, Mamadou, en tant qu'homme de cette masterclass, je te transmets le flambeau pour la session introductive sur la finance digitale. Merci, Rebecca. Ça me fait tout drôle d'être quasiment le seul homme du panel et certainement de l'assistance. Absolument. On le confirme d'ailleurs. C'est assez particulier. Bon, j'espère que je vais être à la hauteur, parce que pour une fois, je vais être jugé par que des femmes. Donc, j'espère que je vais être à la hauteur. Donc, nous allons parler de finances digitales. Nous allons commencer par parler de transformation digitale et micro, petites et moyennes entreprises. Et puis, nous verrons un peu qu'est-ce que c'est que la finance digitale.
Donc, quand on parle de transformation digitale, quand vous allez sur Internet, sur Google, j'ai trouvé comme ça au hasard une image, juste pour montrer que la transformation digitale, elle s'applique à tous les contextes. Donc là, suivant l'image que vous voyez à l'écran, là, c'est une usine du futur où vous pouvez voir, bon, je ne vais pas expliquer le schéma en détail, mais ce que je retiens de ce schéma-là, c'est qu'il est quasiment possible de piloter son usine à partir de son téléphone, basé sur des processus qui sont déjà automatisés, avec de la robotique, avec un système qui peut gérer les livraisons, les fournisseurs, avec un système de reporting sur également ordinateur ou téléphone. Bon, bref, dans le futur, l'idée c'est que la digitalisation va être là et elle peut s'appliquer à tous les contextes, notamment également dans le contexte des MPME. Alors, qui parle de transformation digitale parle nécessairement d'expérience utilisateur, expérience client. Qui est votre client? Quelle expérience vous voulez donner à votre client? Quelle amélioration de l'efficacité opérationnelle vous voulez? Comment améliorer vos opérations? Quel type de transformation vous allez faire dépendant de votre contexte et de votre activité? Et alors, là à droite, vous voyez un peu tout ce qui est requis ou tout ce qui est impliqué dans la transformation digitale, notamment la technologie. Bien entendu, des partenariats, ne serait-ce qu'avec des partenaires techniques qui vont vous fournir des solutions digitales, et bien entendu, des analyses de données et de connaissances que nous verrons plus tard. Donc, la transformation digitale de manière générale, c'est tout ce processus-là qui consiste pour une entreprise d'intégrer des technologies digitales dans ses activités en vue d'améliorer sa performance commerciale et de développer ses activités. Alors, la transformation digitale, elle se décline suivant 3 à 4 axes. Elle peut se décliner en la transformation des processus. Très souvent, pour une PME, quand on parle de transformation digitale, on parle d'une entreprise classique, comment améliorer les processus, comment réduire les processus manuels pour les automatiser, etc. Mais également, on peut parler d'une transformation des canaux de distribution. Canaux de distribution, tout à l'heure, Madame Si a parlé d'une vente par Facebook. Ça, c'est clairement une digitalisation des canaux de distribution, des canaux d'échange, d'interaction avec les clients, avec les fournisseurs. C'est une transformation digitale qui est orientée vers le canal de distribution. On peut parler de transformation digitale orientée produit et également, bien entendu, tout ceci est sous-tendu par la disponibilité d'une plateforme digitale qui doit supporter cette transformation-là. Alors, les PME ne peuvent pas échapper à la transformation digitale et notamment pour 4 principales raisons. La première raison, ce sont les besoins des clients. Peut-être que dans nos pays, ça se reflète moins, mais aujourd'hui, vous tous, moi, nous avons des enfants. Vous constatez que vos enfants et nos enfants passent beaucoup de temps sur les écrans de téléphone, de tablettes, etc., d'ordinateurs. Et donc, clairement, les besoins des clients, ces enfants-là, ce sont les consommateurs de demain. Donc, aujourd'hui, une entreprise qui a envie de rester pertinente doit nécessairement intégrer ces besoins-là de ses clients qui, aujourd'hui, connaissent les outils digitaux et qui ont besoin de faire leurs transactions suivant ces outils digitaux-là. Bien entendu, la deuxième raison, c'est la compétition, la concurrence et la mondialisation, puisque maintenant, nous sommes tous dans un monde ouvert. Et donc, votre entreprise peut être concurrencée par une entreprise qui n'est pas peut-être du terroir, mais une entreprise venant de l'extérieur, mais qui peut vendre via des outils digitaux sur votre marché. Donc, nécessairement, vous devez également digitaliser vos opérations pour faire face à cette concurrence-là et à la mondialisation. La troisième raison, c'est bien entendu le marketing et la distribution pour pouvoir mettre en place des outils automatisés pour pouvoir être efficace. Et alors, la dernière raison, c'est la disponibilité de plus en plus de technologies qui sont de plus en plus accessibles.
On n'est plus au début de l'informatique où pour avoir une machine, il fallait débourser des milliards et des milliards. Maintenant, il y a beaucoup plus de technologies accessibles, des technologies parfois qu'on appelle open source, qui sont très bon marché, que tout le monde peut utiliser. Donc aujourd'hui, il n'y a plus véritablement de raison de ne pas adopter la digitalisation. Alors, plusieurs bénéfices peuvent être tirés par les MPME. On peut parler de l'efficacité opérationnelle. Celle-là, elle est la plus, je dirais, elle est la plus visible. C'est la première motivation parfois de faire une transformation digitale, l'efficacité opérationnelle en automatisant, en réduisant les tâches manuelles, etc. Ce qui, de facto, améliore l'utilisation des ressources humaines parce que à ce moment-là, les employés peuvent accroître leurs compétences et s'occuper de tâches à valeur ajoutée, entre guillemets. De l'autre côté, la transformation digitale permet d'améliorer le plan commercial. On peut s'ouvrir, ça augmente la portée géographique. L'entreprise peut avoir accès à des marchés nouveaux. L'entreprise peut améliorer sa relation clientèle, notamment en utilisant des analyses de données. Là, on parle quand même de transformation digitale un peu plus poussée, mais notamment grâce à l'analyse de données, les entreprises peuvent mieux connaître leurs clients, mieux cibler leurs activités, leurs actions marketing et mieux mettre en place des services et produits qui répondent aux besoins de leurs clients. Alors, sans plus tarder, on va parler des avantages et défis de la finance digitale. J'ai juste préparé quelques slides et puis je préfère que nous allions plus dans le débat. Alors, la finance digitale, pour faire simple, c'est la mise à disposition de produits et services financiers par le biais de technologies digitales. Alors, pour une PME ou une entreprise, les besoins financiers, essentiellement, c'est comment obtenir des crédits de financement pour pouvoir développer vos activités et comment obtenir des moyens de paiement pour pouvoir être payé par vos clients et vous-même pour payer vos fournisseurs. Et alors, au-delà de ça, vous pouvez souscrire à des assurances à titre privé ou pour vos organisations pour assurer vos business et bien entendu de l'épargne et des investissements. Alors, la finance digitale, c'est finalement de pouvoir faire des transactions pour tous ces services financiers-là par le biais de technologies digitales. Alors, ça peut être de l'Internet banking, ça peut être des transactions par téléphone, ça peut être le seul fait de pouvoir utiliser des distributeurs automatiques de billets plutôt que d'aller faire de la file à l'agence. Ça peut être le fait d'utiliser des agents ou des kiosques ou des points de service. En tout cas, c'est tout ce qui permet, c'est tout ce qui vous permet, vous en tant qu'entrepreneur, de pouvoir réaliser vos opérations financières sans nécessairement vous déplacer, sans nécessairement envoyer quelqu'un. Dans certains pays comme la Guinée où la monnaie n'est pas très forte, sans nécessairement devoir trimballer une quantité d'argent élevée. Donc ça, c'est tous les atouts finalement de la transformation digitale. Alors, un cas d'utilisation de transformation digitale, d'utilisation de finances digitales, le cas des paiements. Donc, une MPME qui est là, qui a envie de faire un paiement ou qui va recevoir un paiement, généralement, elle a à sa disposition soit une interface numérique digitale, le téléphone simple ou le smartphone, l'ordinateur, un terminal de paiement électronique, ou elle peut avoir une interface physique, elle peut passer au travers d'une interface physique, ça peut être un réseau d'agents ou marchands ou un guichet automatique, et elle va initier le paiement. Et ce qui est un peu en grisé ici, c'est ce qui est dans l'écosystème des fournisseurs de services financiers que je ne vais pas le décrire ici. C'est un peu la boîte noire. Non, les problèmes vont se régler ensemble. Là même, toujours en retrait, chacun va penser que je peux régler mes problèmes. Non, les problèmes vont se régler ensemble. D'une manière profonde. J'entends une voix derrière. Madame, est-ce que vous pouvez couper le micro? De leur secteur d'activité,
de tout un pays, même le faire avec le Sénégal, nous sommes des sœurs. Qu'est-ce que nous pouvons ensemble faire les femmes pour s'imposer au niveau des États, au niveau des institutions qui accompagnent nos États, pour que les femmes puissent avoir ce qu'il faut pour les soutenir. Pardon? J'entends une voix derrière. On ne Là, peut c'est pas bon, monsieur. qui s'occupe d'emploi. Les prix sociaux dans le pays, ce n'est pas nous, le secteur privé. Chaque État aujourd'hui se préoccupe. Attendez, je vais muter Mariam. Là, c'est bon? Là, c'est bon, je n'entends plus rien. Vraiment désolée. C'est chez Mariam, désolée. Ok, très bien. Donc, je disais ici, la PME peut initier un paiement via l'interface digitale. Cette instruction-là peut aller dans l'écosystème des fournisseurs de services financiers et les bénéficiaires peuvent être des personnes privées, d'autres institutions financières, l'État, des entreprises, des fournisseurs ou vice-versa. Ces différents acteurs-là peuvent faire un paiement numérique que la MPME va recevoir et va pouvoir traiter à travers son interface digitale. Plus besoin d'aller se déplacer pour une activité bancaire. Alors, les paiements digitaux profitent aux institutions, aux petites et moyennes entreprises à plusieurs titres. D'abord, il y a des bénéfices internes, notamment le contrôle, avec une digitalisation, avec des paiements digitaux numériques. Il y a un meilleur contrôle sur les activités. Il y a une plus grande transparence et traçabilité pour les paiements, meilleure détection de fraude, une sécurité accrue. Alors, il y a les bénéfices au niveau des opérations, une meilleure efficacité opérationnelle, une réduction des coûts de transaction, une productivité accrue et une meilleure gestion de la trésorerie et des activités, une amélioration des revenus, de nouvelles opportunités commerciales, j'en ai parlé, notamment la vente par Internet, etc. Plus de flexibilité qu'on peut accorder aux distributeurs, aux fournisseurs, etc. Alors, au titre de bénéfices externes, meilleur accès au financement, notamment, tout à l'heure, Madame Si et Madame Gakou l'ont mentionné, il faut avoir une traçabilité. Alors, en utilisant des paiements numériques, on a une plus grande traçabilité et donc on améliore son historique financier, ça permet de pouvoir bénéficier de financement. Alors, on a plus de services à valeur ajoutée, notamment le fait de pouvoir faire des transactions rapides, etc. Ça permet de pouvoir générer derrière des services à valeur ajoutée et on peut nouer des relations d'affaires plus solides et durables avec les clients. Alors, quelques défis. La finance digitale, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait une adoption par tout l'écosystème. Alors, le premier défi, c'est un défi lié à l'infrastructure disponible. Ce n'est pas dans tous les pays qu'il y a une infrastructure de télécommunication, et notamment les points de services financiers, de retrait, dépôt d'argent, etc. Ce n'est pas dans tous les pays. Donc, il faut d'abord qu'il y ait une infrastructure technique disponible. Il faut qu'il y ait une infrastructure bancaire ou de services financiers disponibles. Après cela, il faut que les documents d'identification, notamment des clients, pour vous petites entreprises, pour que vous puissiez pleinement exploiter la finance digitale, il faudrait aussi bien que vos fournisseurs puissent vous permettre de les payer par le biais des moyens numériques, mais il faudrait vous également que vos clients puissent vous payer par le biais numérique. Alors à ce moment-là, va se poser la problématique de la littératie financière dépendant de votre catégorie de clientèle et bien entendu de l'identification de ces clients-là pour pouvoir utiliser les outils digitaux. Alors le point le plus saillant, c'est vraiment l'adoption des coûts, le business case, parce que ça c'est un point qui revient souvent. Qu'en est-il? Qu'est-ce que les personnes qui ont l'habitude de transacter aujourd'hui par du cash, qu'ont-ils à gagner en utilisant des moyens électroniques? C'est une problématique générale, c'est la problématique la plus présente, je dirais, et c'est celle qui freine, je dirais, l'utilisation massive des moyens digitaux, notamment des moyens financiers digitaux. Je vais m'arrêter ici.
Merci beaucoup. Et alors, je propose que nous échangions pour toute question que vous auriez. Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur Diallo, pour cette présentation succincte, concise. On voit bien que vous avez compacté beaucoup d'informations parce que c'est pas facile. On vous a demandé de réduire un tout petit peu votre une question de temps. Je crois que je voudrais redonner le mic à Fatou pour la gestion des questions qui sortent par rapport à cette session. Toute personne qui a dit une question pourrait lever la main. Je ne sais pas si Fatou a le temps de donner le micro ou si elle va juste lire les questions. Non, les gens peuvent en fait mettre dans le chat box. Je vois des questions. Attendez, Ok, on n'a pas encore de questions sur la session de Monsieur Diallo particulière. Ah, Ndai Kadidjak. Attendez, je regarde. Elle lève la main. Je vais voir si elle veut dire quelque chose. Voilà. Oui, tu pourrais lui donner le micro si tu veux. Madame Diak, on vous a redonné le micro. Vous avez un commentaire? Non, non, je n'avais pas de question. Hein. Ah, ok, okay. D'accord. Ok. Allez-y. Continuez. Moi, je vais poser une question à M. Diallo le temps que Fatou retrouve les questions. M. Diallo, je repose la même question que j'ai posée aux panélistes plus tôt. C'est vrai que l'appel est très fort à ce qu'il y ait une formalisation. On a bien compris que nous aussi, nous croyons qu'il faut que les femmes sortent de l'informel et qu'elles se formalisent. Mais pour cette transformation digitale et surtout pour avoir accès à la finance digitale, est-ce que ça demande à ce que les structures fassent tout le processus formel, ou bien est-ce que pour qu'elles puissent déjà prendre goût à cette transformation digitale, elles peuvent déjà commencer à utiliser certains de ces outils que vous avez présentés dans les processus de transformation digitale? En tout cas, pour la finance digitale, parce qu'on parle d'argent aujourd'hui. Et je dis ça dans le contexte encore du Covid. On a vu que depuis qu'il y a le confinement, les gens se tournent vers les transferts d'argent, que ce soit au niveau local, comme des sociétés comme Wari, ou que ce soit Orange Money ou MTN, pour pas faire la publicité de qui que ce soit. Bref, vous m'avez compris. Oui, je vous ai compris. Non, donc, en fait, la réponse, elle va être double. Une MPME peut fort bien utiliser la finance digitale sans nécessairement se formaliser, mais à ce moment-là, elle n'utiliserait qu'à titre, à ce moment-là, c'est juste le propriétaire ou la gérante qui va utiliser finalement le service au titre de particulier, entre guillemets. Alors, je vous donne un exemple. Une MPME qui ne serait pas formelle n'ouvrirait peut-être pas un compte Mobile Money, juste pour prendre cet exemple-là, au titre de l'entreprise. Donc, elle ouvrirait le compte de Mobile Money au titre de la propriétaire. Et donc, cette dame-là pourrait payer ses fournisseurs avec de Mobile Money. Elle pourrait recevoir des paiements avec le Mobile Money, mais sur son compte particulier. Alors, ça a des limites parce que les montants plafonds ne sont pas les mêmes pour une structure que pour un particulier. Et là, c'est juste pour l'exemple du Mobile Money, mais également au niveau des institutions financières, l'accompagnement en particulier est différent. Les services financiers disponibles pour un particulier sont différents pour un entrepreneur ou pour une entreprise formelle. Donc, tout dépend de l'ambition, mais pour une dame qui ne serait pas trop familière avec les outils et qui aurait peut-être une toute petite activité, peut-être qu'il est conseillé d'abord de commencer à titre privé pour d'abord peut-être se former avant de faire au titre entreprise. D'accord. Fatou, je vois une question de Madame Gakou. Je te passe la main. Oui. Alors, j'ai plusieurs questions en fait. Moi, j'ai une question qui est: quelle est la solution la plus efficace aujourd'hui pour nous aider à faire face aux demandes internationales? De Madame Rosaline Loboué. Je ne sais pas si Philippe directement.
Je propose que tu lises 3 ou 4 questions parce que nous sommes, comme je l'ai dit, on a débordé dans le temps et je crois qu'on va consacrer les 10 dernières minutes pour donner la parole à Monsieur Diallo. Donc, comme ça, on va clôturer avec son intervention aux questions. Voilà. Merci pour le contenu de l'intervention de Monsieur Diallo. Nous sommes face à une situation ici au Sénégal et je pense que c'est pareil dans les autres pays de la sous-région. Pourquoi, lorsque nous voulons nous mettre sur une plateforme digitale de paiement, il est difficile d'ajouter le moyen de paiement par carte de crédit? Il nous faut passer par une plateforme comme Pedunia ou encore InTouch qui revient cher. Ça, c'est concret, ça, par contre. Ça, c'est qu'une personne qui veut. OK. Alors, la sécurité par rapport au flux de mobile money, c'est comment? OK. Ensuite, les MPME sont encore réticentes quant à l'utilisation de la finance digitale dans leurs activités. Quels arguments pourriez-vous nous donner qui puissent convaincre à nous tourner vers la finance digitale? Je vois une question de Madame Gakou. Est-ce que tu l'as? Non, je ne la vois pas. Ok, je vais la lire. Madame Gakou nous dit, quel peut être le coût pour la PME de la transformation numérique? Je pense que c'est un coût. Voilà. Quel est le coût pour une PME en termes pour faire une transformation numérique? Voilà. Merci. Je pense que je vais effectivement, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je vais répondre brièvement comme nous sommes un peu pris par le temps. Alors, je vais commencer peut-être par la dernière sur le coût. Bien entendu, c'est une question, il n'y a pas de réponse comme ça absolue. Ça dépend du degré de la nature de la transformation digitale. Rajouter juste, commencer à faire une vente par Facebook, entre guillemets, je vais reprendre l'exemple de Madame Si, ça ne va pas avoir un coût énorme. Donc ça, c'est vraiment faire de la vente par Facebook ne va pas rajouter un coût énorme. Commencer à créer un site web également ne nécessite pas aujourd'hui beaucoup d'investissement pour avoir un site web. Par contre, commencer après derrière, parce qu'en réalité, on peut faire la transformation digitale peut être à plusieurs niveaux. On peut faire une transformation digitale du canal toute simple. Donc, vis-à-vis du client, il a accès à un site web, il a accès à une application, mais peut-être que tout ce qui se passe derrière reste manuel. Donc là, c'est une transformation digitale limitée au canal ou au front, comme on dit, à la relation du client. On peut également faire une transformation digitale un peu plus poussée où les demandes du client vont être automatisées derrière pour pouvoir réduire, etc. Ça, c'est toutes les parties qui sont liées au client. On peut faire une transformation digitale à l'intérieur de l'organisation, la gestion de la trésorerie, la gestion des ressources humaines, etc. etc. Donc, ça peut, donc le degré de transformation va dicter le degré d'investissement à mettre dans la transformation. Alors, les arguments pour une MPME pour adopter la finance digitale, en fait, les arguments, elles sont multiples. Les arguments, il faut juste revenir sur les bénéfices que la MPME peut tirer dans l'utilisation de la finance digitale. Alors, maintenant que nous sommes dans une période de Covid, où nous nous méfions de toucher quoi que ce soit, il va de soi que l'utilisation de cash, d'argent cash, est un peu problématique. Il va de soi également que les déplacements sont limités. Donc, les horaires des différentes institutions financières ont été réduits. Donc, aller faire la file au niveau des institutions financières pour récupérer de l'argent ou pour faire des transactions devient problématique. Donc, il va de soi que utiliser de la finance digitale aujourd'hui s'avère plus que nécessaire pour pouvoir optimiser son temps. Ça évite les déplacements, ça évite de manipuler du cash, ça renforce la sécurité parce qu'on peut rester de chez soi et faire toutes ces transactions. Comme on l'a dit également, ça augmente la traçabilité auprès de l'institution financière, donc ça peut générer, donc ça augmente l'historique, ça peut générer derrière des arguments
pour pouvoir demander du crédit et des financements pour développer l'activité. Donc, il y a tout un ensemble d'effets secondaires, entre guillemets, qui viennent derrière l'utilisation de la finance digitale par une MPME. Alors, il y a une question qui a trait à la sécurité du mobile money. Le mobile money est sécurisé. Hein, donc là, nous avons bien entendu un cours, une formation sur la gestion des risques en finance digitale. En tant que canal, le mobile money est sécurisé. Hein, donc, quand vous envoyez de l'argent, si vous mettez le bon numéro, bien entendu, la personne recevra son argent. Au cas où il y a un problème quelconque, la structure de mobile money, le fournisseur va régler le problème. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre de petits malins et d'arnaqueurs qui essaient de frauder par plusieurs techniques que nous n'avons pas le temps d'évoquer ici. Et dans ce cas-là, en fait, c'est une tierce personne qui vient pour arnaquer. Mais en tant que tel, le canal du mobile money, comme le canal des banques, sont sécurisés. Il y a des protocoles de sécurité qui sont requis. Il faut savoir que les banques centrales, les régulateurs, les superviseurs ont quand même des critères minimum de sécurité qu'ils imposent pour pouvoir opérer et pour pouvoir fournir des services financiers. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci à se faire. Alors, il y a une question qui a trait à la difficulté d'ajouter des moyens de paiement, notamment par carte, et qu'il faut passer par des agrégateurs. Alors, c'est vrai. La difficulté également là, après, au niveau de la sécurité. Hein, donc, ces agrégateurs-là, vous avez parlé de Paydunia, je peux vous parler d'InTouch, je peux vous parler d'autres structures. Ces agrégateurs-là ont réussi à mettre en place des systèmes avec des protocoles de sécurité et avec des interconnexions avec les institutions financières. Parce qu'en réalité, accepter des paiements par carte ou accepter des paiements, etc., nécessite que vous ayez une interconnexion avec les institutions financières, d'où l'argent de ces comptes-là vont partir pour venir dans votre compte. Et donc, si vous avez la capacité d'avoir ces protocoles-là de sécurité, ces interconnexions, etc., passer par ce qu'on appelle le clearing, des échanges, des compensations, etc., à ce moment-là, vous pouvez vous-même installer sans passer par ces agrégateurs. Mais c'est tellement compliqué, c'est tellement spécifique, ce n'est pas votre cœur de métier. Donc, en fait, il est conseillé de ne pas aller dans ces difficultés-là et juste d'incorporer finalement les coûts que ces agrégateurs-là vont vous mettre dans votre business case global et vous allez vous rendre compte que même avec ces coûts-là, vous restez toujours quand même gagnant par le gain d'efficacité, le gain de rapidité de transaction, le fait d'avoir cette traçabilité-là, le fait que cet argent aille directement sur votre compte, etc., etc. Donc, il est conseillé quand même de passer par ces types d'agrégateurs. Maintenant, il y a de la concurrence, il n'y a pas qu'un seul agrégateur, donc vous pouvez faire jouer la concurrence. Mais il est conseillé quand même, puisque ce n'est pas votre cœur de métier, de passer par ces firmes spécialisées là. Vous pouvez toujours demander qu'on vous paye par virement bancaire, si vous le souhaitez, ou par virement de mobile money, mais quand vous sollicitez le paiement par carte, c'est un business, c'est une activité spécifique qui nécessite un certain niveau de protocole et d'intégration. Alors, il y avait la dernière question que j'ai notée, c'est solution efficace pour les demandes internationales. Alors, si j'ai compris la question, c'est pour pouvoir faire du business avec l'étranger. Déjà, pour capter, pour pouvoir vendre, si j'ai bien compris la question, hein, je vais la décortiquer un peu. Dans cette période de Covid, Madame Si l'a souligné tout à l'heure et Madame Kakou, les frontières ne sont pas fermées pour les biens et services, donc on peut toujours faire du business à l'international. Alors, pour pouvoir avoir des commandes, plusieurs manières, où vous faites de la vente par Facebook, comme ça a été dit, ou vous créez un site web où vous vous ouvrez en tout cas d'une manière ou d'une autre pour que les clients puissent avoir accès et puissent passer des commandes. Et à ce moment-là, si vous faites ça, vous mettez en même temps une possibilité de paiement électronique.
on en a parlé tout à l'heure, quand les clients passent commande en ligne, il faudrait que ces clients-là puissent vous payer directement par carte de crédit, par mobile money, par virement bancaire, etc., afin que vous puissiez, vous, livrer les produits et services à l'international. De la même manière, si vous souhaitez acheter à l'international, si c'est dans l'autre sens, vous souhaitez vous fournir à l'international, bien entendu, vous devez chercher des informations en ligne et puis vous devez faire des paiements bancaires, étant donné que maintenant, on ne peut plus passer par les voies manuelles. Donc voilà, j'espère avoir répondu à cette question et je reste à votre disposition. Wow. Oui, je pense qu'il y a eu beaucoup d'informations. Vous avez répondu clairement à toutes les questions. Oui. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Nous avons vraiment dépassé, nous voulions encore une fois réitérer notre engagement à être solidaires avec nos réseaux de femmes entrepreneurs et chefs d'entreprise. Et c'est l'intention. Nous voulons donc profiter pour remercier nos partenaires, donc, dont MSC Microsafe Consulting, pour cette session très utile, très pratique et très technique. Nous voulons remercier vraiment la disposition encore de Mesdames Nicole Gakou et Madame Mariama Satina Diallo-Si. Le mot de la fin, c'est que nous représentons donc d'un côté Madame Digital, de l'autre côté l'ONG Africa. Notre engagement, c'est de continuer des sessions pareilles et d'améliorer le contenu. On a eu plus d'une centaine de personnes qui se sont inscrites, mais une grande majorité qui avaient des soucis techniques. Donc, c'est pour vous dire que même l'accès à cette forme de connexion pour les femmes, c'est nouveau, ce n'est pas facile, mais nous allons continuer à essayer de rejoindre la chaîne de solidarité en ce moment partout dans nos pays, mais aussi dans la sous-région et dans le monde. Fatou, je te donne le mot de la fin. Oui, ben, juste remercier tout le monde pour leur patience, pour leur participation. Certaines ont mis du temps avant d'être connectées, d'autres ont pris tout de suite en marche. Donc, juste vous dire à toutes que la session a été enregistrée et qu'on ne manquera pas de la partager, aussi bien avec celles qui ont pu participer que celles qui étaient inscrites et qui n'ont pas pu participer. Mais bon, on a eu quand même voilà, une centaine de personnes sur toute la session qui ont pu nous rejoindre. Donc, on est contente et on vous remercie beaucoup. Et donc, la prochaine session n'est pas encore annoncée, on n'a pas de date, mais comptez à peu près 3 à 4 semaines. D'accord. Voilà. Où que vous soyez, on vous souhaite, merci beaucoup, Monsieur Diallo, encore à tout le monde. Vous avez la webcam de la fin, étant notre seul homme du Health Coaching. Et à tout le monde, je souhaite que vous restiez tout le monde, comme on dit en anglais, stay safe, be safe. Protégez vos proches, vous-même, vos familles, vos employés et tout ce qui compte pour vous. Au revoir. Au revoir. On a bien reçu les remerciements. Hein. Ok. Alors, pour couper tout ça, ça va être compliqué. Voilà. Non, les gens se déconnectent, ça va. Tout le monde est en train de partir. Voilà. Madame Gakou, tout le monde a quitté. Ouais.